Merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Pondy, de nous recevoir ce soir chez vous. Il n'y a pas de Merci quoi. beaucoup. Alors, nous allons engager tout de suite cet entretien, hein. Professeur, votre carrière traverse les universités d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Quels ont été rétrospectivement les jalons déterminants de votre trajectoire intellectuelle et humaine? Bon, disons, c'est une question très, très longue, très lourde et qui est multidimensionnelle. En fait, je commence à faire mes classes au Cameroun. Je tiens toujours à le dire. C'est-à-dire que le primaire et le secondaire, première moitié, sont faits au Cameroun. Et c'est donc ici que j'acquiers les bases de l'apprentissage, de la connaissance, de l'amour du savoir et de l'amélioration, enfin de la connaissance de la diversité. Tout ceci s'acquiert à mon très jeune âge, c'est-à-dire avant 14 ans. Donc tout est planté à partir d'ici, du Cameroun, et notamment à l'école du centre, Ici et à Yaoundé. à Yaoundé, et ensuite au lycée général de Clermont, jusqu'à l'âge de 14 ans, donc à peu près en troisième. Et après, je vais aux États-Unis. Euh, non, pardon, ce que je raconte. Après, je vais en France pour faire le deuxième cycle à Lyon. Et c'est là que j'obtiens donc le baccalauréat à Lyon. Et après cela, je vais aux États-Unis. D'accord. Bon, maintenant, s'agissant des universités, bien sûr, je vais à l'Université d'État de New York, qui se trouve à l'extrême nord de l'État de New York, qui est dans une ville qui s'appelle Buffalo, New York. Ça s'appelle SUNY, State University of New York. Ça s'appelle SUNY. Là-bas, je fais une double licence en sciences économiques et en sciences politiques. Quand je termine, donc, je reviens en Grande-Bretagne, en Europe, et là, je fais une école qui s'appelle la London School of Economics, qui est l'école des sciences politiques en réalité, parce que ça s'appelle London School of Economics and Political Science. Ça veut dire qu'à la base, vous êtes un économiste, quelque Non, part. non, non, je fais les deux. Ah, Oui, d'accord. j'estime pour ma part que Ah, vous ne pouvez pas bien comprendre la science politique si vous ne comprenez pas également les dynamiques économiques. Parce que l'essentiel de la science politique est basé sur le bien-être humain. ah, Comment faire en sorte on dirige la cité, qu'on gère la cité, ce qui est le nom de la science politique, mais à partir d'un objectif, rendre la vie des citoyens de la cité meilleure. ah. Et naturellement, nous parlons surtout de la vie, du bien-être économique, du bien-être en équipement, du bien-être en infrastructure, du bien-être en sciences sociales de toutes sortes. Donc j'estime pour ma part que les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans le cycle de licence, faire à la fois sciences économiques et sciences politiques. Alors, vous étiez destiné sans doute à une brillante carrière à l'extérieur. Pourtant, vous choisissez de rentrer servir votre pays. Pourquoi, professeur? Bah, tout simplement parce que l'éducation que j'ai reçue m'a convaincu que ce ne sont pas les Martiens qui viendront développer l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Donc, je n'ai pas d'exemple d'extraterrestres qui viennent pour régler nos problèmes. Et je ne crois pas beaucoup en l'idée selon laquelle il est de la responsabilité des autres de s'occuper de gérer, de régler et de solutionner nos problèmes. C'est pour ça que j'ai aussi cru que l'expertise qu'on acquiert, on doit revenir au Cameroun, revenir au bercail pour la contextualiser, c'est-à-dire la rendre opérationnelle par rapport au milieu ambiant. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il est important pour nous de revenir et de solutionner autant que faire se peut les problèmes qui sont les nôtres, parce que nous savons mieux que tous les autres quelles sont en fait les natures, les différentes natures de ces problèmes. D'accord, professeur. Vous êtes un auteur prolifique, mais avant d'être reconnu comme chercheur, il y a eu un jeune homme face à la page blanche. On suppose, on présuppose même. Pouvez-vous nous évoquer ici vos premiers contacts avec l'écriture? Qu'est-ce qui vous a conduit
à en faire un instrument de pensée et d'action? Bon, pour les jeunes chercheurs, les jeunes universitaires, voire même les jeunes élèves des lycées et des collèges, je dois d'abord dire que la chose la plus importante, c'est la lecture et la lecture. Vous ne pouvez pas écrire quoi que ce soit si vous n'avez pas lu abondamment. Si vous n'avez pas une connaissance ou bien une appétence pour la lecture. Et c'est ça qui est la base d'une bonne écriture ou bien d'un goût pour la recherche. Et moi, dès l'âge de 14 ans, 15 ans, je lisais déjà le monde diplomatique. Pas que je comprenais tout ce qu'il y avait dedans, mais j'étais intéressé par les thématiques qu'il y avait dans le monde diplomatique. J'avais une tante qui me réservait chaque fois ces numéros du monde diplomatique et je les lisais. Je répète, je ne comprenais pas tout ce qu'il y avait dedans, mais j'étais attiré par la manière dont c'était écrit, par les thématiques qui étaient soulevées, par les controverses qu'on y trouvait, et l'idée d'avoir euh, j'allais dire, une confrontation des idées contraires. Ça, je trouvais ça extrêmement important. Donc, pour répondre à votre question, pour pouvoir écrire, il faut énormément lire. C'est ça la clé et c'est l'équation qu'il faut contrôler. Si vous lisez beaucoup, et il faut lire de tout, c'est-à-dire il faut lire des romans, il faut lire des essais, et moi personnellement j'aime beaucoup les biographies en général. Ah, d'accord. Donc, et il faut lire aussi dans beaucoup de domaines. C'est pas parce que vous êtes politologue que vous devez vous accrocher simplement aux travaux qui ont trait à la science politique ou aux relations internationales. Non. Il faut lire en sciences naturelles, il faut lire en géographie, il faut lire en psychologie, il faut lire en médecine. Pour être le plus cultivé Voilà. possible. Parce que l'être humain est complexe. Et pour comprendre les comportements humains, il faut nécessairement regarder plusieurs angles d'analyse pour arriver à saisir les subtilités. Et en fait, les spécialistes, c'est des personnes qui regardent dans les détails. Et donc pour cela, il faut être, j'allais dire, nourri de plusieurs sciences, nourri de plusieurs approches, de plusieurs auteurs, mais ne jamais oublier son appartenance africaine, ne jamais oublier que le socle de son savoir doit reposer sur une doctrine de connaissance d'abord africaine. D'accord. Alors, vous avez dirigé l'IRIC, servi comme vice-recteur et désormais recteur de ICT University. Alors, comment articulez-vous dans votre parcours la mission d'enseignement, la recherche scientifique et le devoir de transmission qui peut être le vôtre? Très bonne question. Parce qu'effectivement, un enseignant doit considérer son travail comme un sacerdoce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aborder l'enseignement comme un lieu pour autre chose que la connaissance pratique. Il y a la connaissance théorique, on appelle une connaissance générale, mais il y a aussi la connaissance appliquée. L'un se nourrissant de l'autre, ou bien l'une se nourrissant de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez décidé de vous consacrer à l'enseignement, c'est pas tout le monde qui est fait pour être enseignant. Il faut déjà vraiment le savoir, il faut l'accepter et il faut le comprendre. Pour être un enseignant, il faut avoir une sensibilité particulière pour l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre dans l'esprit de l'autre, dans la manière de voir de l'autre. Et ceci est particulièrement important quand vous êtes surtout chez les jeunes. Parce que la jeunesse est une période de trouble, c'est une période d'incertitude, c'est une période de transition. Il faut savoir donc gérer toutes ces différences-là que vous trouvez chez les jeunes. Donc c'est un milieu assez particulier, le milieu de la jeunesse. Vous allez trouver qu'il y a certains d'entre eux qui sont rebelles. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Et vous allez trouver qu'il y en a qui sont conservateurs, qui répètent tout ce que leurs parents leur disent et qui, pour eux, est parole d'évangile. Bon, ça c'est une catégorie. Vous allez trouver d'autres qui sont aventuriers, c'est-à-dire qui aiment essayer des choses nouvelles. Tout cela fait partie de votre auditoire, de votre milieu. Il faut donc savoir, avec chacun ou chacune de ces personnes, avoir une réponse qui prénote donc une certaine ouverture d'esprit. Et donc, un enseignant
doit considérer son travail comme un sacerdoce. Pourquoi? Parce que, en termes sacerdotal, vous avez une mission que vous devez vous assigner. Vous devez savoir quelle est cette mission, pourquoi vous vous considérez comme étant apte à accomplir cette mission et quels sont les outils que vous vous donnez pour être à la hauteur de la tâche. Alors, enseigner, c'est extrêmement exigeant comme travail. Parce que chaque cours que vous donnez, pour chaque heure, vous devez le préparer, ce cours, au moins 2 à 3 heures de temps. Donc, on n'entre pas dans une salle de classe, encore moins dans un amphithéâtre, pour improviser ou pour dire des approximations. Alors, il faut toujours bien se préparer et il faut savoir ce qu'on vient faire dans un milieu éducatif. Et pour ma part, mon but a toujours été de transformer la manière de penser des jeunes Africains, de leur enlever le complexe d'infériorité, de repousser les inexactitudes, les farandoles qu'on leur raconte sur une Afrique supposément arriérée, qui n'a rien à offrir au monde, qui doit tout attendre des autres et qui ne peut fleurir, se développer, grandir qu'à partir du fait qu'elle attend que les autres viennent l'aider. Je suis absolument contre cette manière de voir parce qu'elle ne correspond pas à la vérité historique. Et donc, sans mépriser les autres, je ne suis pas pour le conflit avec les autres races. Je ne suis pas pour le conflit avec les autres civilisations. Je ne suis pas pour le conflit avec les autres tribus ou groupes ethniques. Non, je suis contre cela. Mais je suis pour le respect mutuel des groupes les uns par les autres. Parce que je pense que c'est la diversité qui est précisément la richesse de nos différentes cultures et civilisations. Donc, le travail que je me donne, c'est celui d'être une personne qui ouvre les intelligences, qui titille les connaissances et qui fait en sorte que les jeunes apprenants soient intéressés par le goût d'acquérir des connaissances, pas seulement pour les connaissances, mais pour pouvoir résoudre leurs propres problèmes au quotidien. Ok, professeur. Vous êtes un auteur de nombreux ouvrages et je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur quelques-uns d'entre eux. Je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on échangeait au téléphone que j'ai lu l'ouvrage de Thomas Sankara. Je l'ai à la maison. Il est là aussi. Merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu, dans votre ouvrage Thomas Sankara et l'ONU, Non, et l'émergence de l'Afrique. oui, et l'émergence de l'Afrique, pardon, Au XXIe siècle. au XXIe siècle. Alors, vous revisitez la parole politique du président burkinabé, si je ne me trompe pas. Alors, que retenez-vous? Déjà, présentez-nous cet ouvrage et dites-nous ce que vous retenez de sa conception du pouvoir, hein, et de la dignité africaine. Bon, je l'ai écrit en 2016, donc en réalité en 2015-2016. Donc nous sommes en 2025, ça fait près de 10 ans. Je m'en rappelle naturellement, mais pas dans les détails, puisque je ne l'ai pas relu là, mais je sais ce qu'il y a dedans, naturellement. Alors, ce qui frappe d'abord chez le président du Burkina Faso, c'est sa volonté de transformer sa société. J'appelle un leader transformationnel. C'est-à-dire quelqu'un qui est convaincu qu'on peut toujours aller de mieux en mieux et que chaque membre de sa société peut être un élément fondateur pour la transformer. Et il a donc une approche populaire, c'est-à-dire il croit que tous les maillons de la société, à commencer par les jeunes, les femmes surtout, les adultes bien sûr, mais même les vieillards, peuvent faire une chaîne humaine pour arriver à un même objectif, celui de transformer leur société pour un bien-être commun. Donc ça, c'est une approche très africaine où la communauté prend le pas sur l'individu. La communauté est toujours en avance et l'individu est important à condition qu'il se mêle de faire une société qui soit acceptable pour tous. Donc c'est un peu son approche. Maintenant, Thomas Sankara a compris aussi, parce qu'il a fait beaucoup d'économie, il a fait beaucoup de psychologie, il a compris qu'il y a des forces
qui freine l'avancée des États africains. Et il s'est donné comme mission de combattre ces forces-là et de revigorer le mental des Africains et surtout des Burkinabés, de façon à ce qu'ils soient d'abord autosuffisants au plan alimentaire. On lui avait dit que c'était impossible. Il a réussi à le faire en 4 ans. Il a fait construire des logements pratiquement pour tout le monde. Il a fait construire des routes, des chemins de fer pratiquement à main nue, sans demander de l'argent de la Banque mondiale ou du FMI, donc du Fonds monétaire international. Ce pourquoi ces structures lui en ont longuement voulu. Donc il pensait qu'il est important d'être autonome, qu'il est important de compter sur soi, qu'il est important d'avoir une image positive de soi-même dans le concert des nations. Et il s'est attelé à cela. C'est pour ça qu'il a changé d'ailleurs le nom du pays en pays des hommes intègres. Et il s'est efforcé d'être un leadership d'exemplarité. Tout ce qu'il a demandé à son peuple, il l'a fait lui-même au centuple d'abord. Donc il n'était pas un leader théorique qui prêche la bonne parole, mais qui ne l'applique jamais par rapport à lui-même ou par rapport à ses concitoyens. Il a toujours été au-devant pour montrer comment ça se fait et demandant aux autres de faire de même. Alors, dites-nous, cette posture politique, cette philosophie politique-là, est-ce qu'elle peut encore inspirer aujourd'hui à la fois les jeunes, mais encore les leaders qui nous gouvernent aujourd'hui? Dans quel pays ou dans On parle de l'Afrique, c'est-à-dire les pays africains, notamment au sud du Sahara. Cette réponse vous est donnée de façon la plus claire par le président Ibrahim Traoré, qui est en quelque sorte une réincarnation de Thomas Sankara, en quelque sorte. Sauf que pour moi, il fait même encore mieux que son idole et son modèle, parce que les circonstances sont différentes. Bien sûr, Thomas Sankara, c'est 1983, 1987 qu'il a été président. Les circonstances étaient différentes et il a fait beaucoup des gens à ce moment-là, parce que ce qu'il a fait en 4 ans reste gravé de façon immémorielle dans l'esprit non seulement des Burkinabés, mais de l'ensemble des Africains et voire au-delà. Donc, ce qu'il a fait était extraordinaire, mais celui qui le remplace dans la vision populaire n'a qu'un an et demi en poste, mais a transformé également beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que oui, ça reste. On parle de l'AES, c'est les États du Sahel. On voit l'Alliance des États du Sahel, l'AES. On voit très bien qu'il y a une mouvance d'auto-développement, une mouvance de souveraineté. Mais là, ça s'appelle, dans ce cas, c'est la souveraineté partagée entre ces 3 États. Et n'oublions jamais comment est née l'AES. Elle est née de la menace d'attaquer le Niger. C'est là que 2 autres États se sont réunis pour dire que nous allons faire front. Si on attaque le Niger, on va attaquer en réalité 3 États et non pas un seul. Et ça a porté ses fruits, puisque l'attaque contre le Niger n'a jamais été exécutée. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on se met ensemble, on arrive à résoudre des problèmes que seuls on a des difficultés à faire. D'accord. Alors, un autre ouvrage, Vie et mort de Muammar al-Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique? Pourquoi vous a-t-il semblé important de faire un ouvrage sur le guide libyen qui a souvent été présenté par les Occidentaux notamment comme étant terroriste? Bon, vous savez, l'adjectif ou le qualificatif terroriste est à géométrie variable. Le plus grand terroriste pour l'État afrikaner était naturellement en Afrique du Sud, Nelson Rolihlahla Mandela. Bon, on a vu comment il était et ce qu'il est en réalité. Donc, l'adjectif ou le qualificatif de terroriste n'est pas nécessairement donné de façon, je dirais, objective. Alors, ceux qui qualifient Mohamed al-Kadhafi de terroriste sont en général les pays de l'Occident. Et il est vrai, en tant que politologue, il est vrai qu'ils ont eu de très très mauvais rapports. Et que c'est vrai également qu'il a financé beaucoup d'organisations terroristes là-bas, mais aussi en Asie, et quelquefois aussi même en Afrique.
Bon, c'était un des travers qu'il avait. Mais Mohamed El-Kadhafi ne peut pas entrer dans l'histoire, dans cette seule image. Il a fait énormément de choses avec d'autres partenaires, comme les pays de l'Afrique subsaharienne, où il a quand même été celui qui a racheté le RASCOM, qui était donc le satellite qui a coûté en tout 500 millions de dollars, dont la Libye a financé 350 millions de dollars. Et pour que les pays africains puissent ouvrir les yeux, regarder les télévisions du monde entier, non plus seulement sous le prisme des seules télévisions occidentales qui intoxiquaient quelque part notre imaginaire, qui intoxiquaient notre narratif en nous imposant une vision du monde extrêmement réduite à leur propre sélection. Donc je pense que déjà là, il a montré ce qu'il était capable de faire. Mais deuxièmement, Mohamed El-Kadhafi a énormément financé les joint ventures, c'est-à-dire avec la Libye, avec le Tchad, avec le Cameroun, il finançait des sociétés agricoles géantes et travaillait donc en coproduction avec beaucoup de pays africains. De même, c'est lui qui a initié la naissance de l'Union africaine. Parce que à Sirte, le 9 septembre 1999, la conférence de Sirte était la conférence sur la création des États-Unis d'Afrique. C'est la première fois dans l'histoire des relations internationales africaines qu'une conférence des États africains signe un texte intitulé Création des États-Unis d'Afrique. Et avant que la réunion ne se tienne, donc en 1999, il a nettoyé toutes les ardoises des États africains qui devaient de l'argent à l'OUA. Il a payé et la Libye s'est occupée de transporter les délégations qui le souhaitaient, pas toutes, en fait, mais celles qui le souhaitaient, pour les amener à Sirte. Et il s'est occupé et de leur hébergement et de leur restauration pour toutes les délégations qui en faisaient la demande. Donc on peut dire qu'il a été en fait le géniteur réel de l'Union africaine, mais il ne faut pas aussi oublier le rôle des autres chefs d'État, mais le sien a été primordial. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas un panafricaniste de discours. C'est quelqu'un qui était un panafricaniste d'action. Parce que chaque fois que ses pairs l'ont sollicité pour des aides de quelque nature que ce soit, il leur a toujours dit que la Libye avait les moyens financiers énormes qu'il mettait pour la cause africaine. Il avait d'abord mis 1 milliard dans le fonds de l'OUA pour l'intégration, et après il leur a dit, ce n'est qu'un début. On mettra autant d'argent que nécessaire. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait dans la charte qui est devenue l'acte constitutif de l'Union africaine de 2002, donc, qui est né à Durban? Et bien là, il a proposé, ce qui a été accepté, un fonds monétaire africain avec comme siège Yaoundé, la banque d'investissement avec comme siège à Sirte et la banque de développement avec comme siège à Abuja au Nigeria. Voilà la nouvelle infrastructure qui était censée donc délivrer l'Afrique de cet esclavage financier à laquelle malheureusement elle est obligée devant laquelle elle est obligée de se prosterner, si vous voulez. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Au moment où nous commémorons ça marche, je crois qu'il est mort en octobre. Le 20 octobre voilà, 2011. En 2011. En quoi est-ce que son projet d'unité continentale reste-t-il d'actualité? Je pense qu'il reste plus que jamais d'actualité. Puisqu'en fait, est-ce que nous sommes souverains dans le sens plein du terme? Est-ce que nous pouvons décider de nos options et en même temps les financer, comme ça aurait été le cas si ces institutions dont je viens de parler étaient nées? Comme par hasard, c'est à quelques mois de leur naissance qu'il a été fauché, qu'il a été assassiné. Je dis bien comme par hasard. Et il n'y a pas de hasard en réalité, puisqu'on savait que c'était une autonomisation de l'Afrique qui était en cours, laquelle n'est pas vue d'un très bon œil par tout le monde. Sankara, Kadhafi, c'est deux visages du rêve africain.
Ces deux figures, n'est-ce pas, incarnent des utopies politiques différentes, mais complémentaires. Selon vous, qu'ont-elles en commun dans la quête d'une souveraineté africaine véritable? Bon, dans la classification théorique et conceptuelle des panafricanismes, ou du leader panafricain, on peut classer Mohamed El-Kadhafi comme étant un leader pragmatique. Pragmatique dans le sens où il a commencé sa carrière politique en Afrique comme plutôt un admirateur de Gamal Abdel Nasser, Mhm. qui était le président de l'Égypte. Il va à l'académie militaire parce qu'il veut devenir un Nasser pour la Libye et pour le monde arabe. Mhm. Donc, en fait, il est pan-arabe au départ. Il est pour le pan-arabisme. Mais c'est parce qu'il va se heurter au rejet des présidents de l'époque, comme le président Habib Bourguiba de Tunisie, qui était quand même assez âgé, comme le roi de Libye, Idriss de Libye, enfin, ils étaient nombreux à trouver qu'il était un peu trop agité, qu'il était trop jeune, qu'il était trop bouillonnant. Et finalement, ils n'ont pas accepté les offres de partenariat qu'il voulait instaurer avec ces États. Et c'est comme ça qu'il va maintenant se retourner vers l'Afrique. Mais avec l'Afrique, il avait un contentieux, parce qu'il avait attaqué le Tchad. Donc les relations avec l'Afrique ont très très mal commencé. La bande d'Aouzou, qui est entre le Tchad et la Libye, il clamait que c'était une bande libyenne. Bon, il a attaqué, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi puisqu'il a même été débouté par les Nations Unies qui ont déclaré la bande d'Aouzou strictement tchadienne. C'est après cela qu'il s'est, entre guillemets, assagi et qu'il a donc offert une main de fraternité à l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça qu'il a commencé à devenir un chantre du panafricanisme, cette fois-ci entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, et qu'il a été adopté à cause de son attitude, à cause de son volontarisme. Donc pour moi, je pense que c'est un leader que je qualifierais de pragmatique, parce qu'il a changé de technique, il a changé d'approche au vu du contexte qui s'imposait à lui. Par contre, quand vous prenez l'exemple de Thomas Sankara, Thomas Sankara, il est un leader panafricain également, mais c'est un leader de transformation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui amène sa société du point A vers un point B. Donc qui demande une vision, qui demande de l'audace, qui demande de ne pas écouter ceux qui lui disent ce qu'il ne peut pas faire, mais plutôt de s'entourer de ceux qui ont la même volonté de dynamique progressiste. Et c'est ce genre de leader, donc transformationnel. Je dirais que c'est le qualificatif qu'on peut accoler à Thomas Sankara. Thomas Sankara était un homme très courageux, audacieux, et qui ne reculait devant rien quand il était convaincu que c'était pour le bien de son peuple, pour le bien de son continent. Et ça, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Beaucoup de choses qu'on a dit impossibles, qu'on a dites impossibles, il les a réalisées. Par exemple, une campagne en 2 semaines de plus d'1 million d'enfants au Burkina Faso, il l'a fait. Il est passé d'un statut de pays où régnait la famine à un statut de pays autosuffisant au plan alimentaire en moins de 4 ans. Ce qu'on avait dit être impossible, il l'a fait. Et il était une inspiration parce que c'était un leader éthique et moral qui vivait de façon extrêmement frugale, qui mangeait très peu, qui dormait très peu également, mais qui disait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il disait. Et cette sincérité, cette fibre qui dit que la politique, ce n'est pas le domaine des fourbes, le domaine des hypocrites, le domaine des pervers, etc. Non, il a montré que la politique pouvait être utilisée pour transformer la vie des êtres humains en quelque chose de meilleur qu'elle ne l'était. Et je crois qu'il a consacré sa vie à ça. Et tous les Africains du monde entier, y compris les Africains américains, le lui reconnaissent. Bon, je voulais dire que je suis allé dans tous ces pays. Ah, d'accord. C'est-à-dire que avant d'écrire un livre, pendant que je l'écris, je me rends toujours dans le pays et autant que faire se peut, je rencontre les familles
Pour ce qui est de Thomas Sankara, je suis allé à Ouagadougou, c'était en 1998, lors du sommet de l'OUA. J'étais là-bas, il y avait un sommet, euh, on appelait ça des penseurs africains à Ouagadougou, qui avait juste précédé le sommet officiel de Ouagadougou, de l'OUA. J'y suis allé et j'ai rencontré les parents, c'est-à-dire le père et la mère de Thomas Sankara. Ils m'ont parlé de leur enfant, ils m'ont parlé malheureusement de Blaise Compaoré, qu'ils n'ont pas du tout couvert de quelques désagréments, que ce soit en termes de paroles. Ils ont dit que c'était toujours leur fils, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais que leur fils ne leur rendait plus visite. C'est tout ce qu'ils m'ont dit de lui. Mais ils n'ont rien dit de mal sur lui. Ce qu'ils vont montrer, mais ils ont dit qu'il était le frère de Thomas Sankara. Donc, j'ai fait la même chose. Je me suis rendu plusieurs fois en Libye pour faire des recherches, mais aussi dans le cadre des conférences que je donnais. Et tous les pays sur lesquels j'ai écrit, et à propos des leaders que j'ai pu esquisser dans mes travaux, je me suis toujours donné comme ligne de conduite d'aller, de discuter, d'échanger au plus près de mon objet de recherche. Professeur, parlons maintenant d'Afrique et de modernité intellectuelle. Si je me trompe, vous me dites, hein, vous défendez souvent l'idée d'une intelligence africaine fondée sur la réappropriation des savoirs. Que signifie pour vous cette notion à l'heure où la mondialisation et l'intelligence artificielle redessinent les contours de la connaissance? Non, justement, je crois que nous, les Africains, on doit se méfier des généralités qui, en réalité, phagocytent notre être le plus profond et transforment ces courants qui deviennent anti-africains. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une très bonne chose. Mais l'intelligence artificielle est dangereuse dans la mesure où son contenu, en termes d'algorithme, peut travailler contre l'Afrique si nous n'arrivons pas à y mettre un ensemble de choses qui nous concernent directement. Donc, il faut une veille par rapport à ça. Il faut un travail de remplissage de contenu par rapport à nos préoccupations, par rapport à nos aspirations, par rapport à notre vision à nous. Parce que si vous allez en Asie, vous allez trouver que les Chinois ont une intelligence artificielle qui est configurée pour régler leurs problèmes, pour s'adresser à leurs problèmes. Mais nous risquons d'être face à des machines qui nous écrasent plutôt et qui nous transforment en ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire qui introduisent chez nous un déséquilibre civilisationnel. Il faut éviter que ça soit le cas. C'est pour ça que j'invite les Africains à penser leur société, à regarder vers quel horizon veulent-ils que l'Afrique soit dans 50 ans, dans 100 ans, et travailler avec des outils qui nous amènent vers cette vision-là. Je ne crois pas beaucoup que d'autres civilisations vont venir nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et quand il faut le faire à notre avantage. Je ne crois pas que ce soit possible. Alors, vous invitez les Africains à penser leur société et à ce sujet, justement, à se réapproprier leur société. L'université joue un rôle très important. Pensez-vous que nos universités africaines disposent aujourd'hui des moyens intellectuels et institutionnels pour produire un savoir libéré des paradigmes occidentaux? La réponse est non. Je pense que ce n'est pas le cas. Je crois que nos universités ont encore beaucoup à faire pour se libérer d'un mimétisme très dangereux, d'un langage qui est toxique plutôt qu'il ne libère, et d'un complexe d'infériorité qui est installé de façon insidieuse, c'est-à-dire que sans que les gens ne s'en aperçoivent. Il y a des phrases qui sont très dangereuses, que nous utilisons chaque jour. Par exemple, on dit « je ne parle pas mon patois ». Mais ceux qui disent ça ne savent pas que le patois, c'est le langage entre les singes. Vous voyez? Donc, c'est insidieux parce que c'est dit tous les jours. Mais mon fils ou ma fille, il faut parler ton patois. Ben, nous, on croit que ça veut dire qu'il faut parler la langue patrimoniale, c'est-à-dire de vos ancêtres. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Donc, il y a comme ça des phrases, des termes qui sont extrêmement dangereux, mais dont nous ne nous rendons même pas compte de l'anachronisme, parce que nous sommes formatés très souvent pour ne pas aimer l'Afrique. Et les plus grandes, la majeure partie des gens qui n'aiment pas l'Afrique
malheureusement, c'est ceux qui se sont, entre guillemets, occidentalisés. C'est-à-dire qui croient qu'on est avancé, qu'on est, qu'on a progressé parce qu'on s'est défait de sa partie africaine. Moi, je crois que c'est exactement le contraire. Quand vous n'êtes plus vous-même, quand vous n'arrivez même pas à savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qui sont vos ancêtres, à mon sens, vous ne pouvez pas parler d'avenir. Parce qu'en réalité, vous êtes un être hybride, perdu et désorienté. Ce n'est pas la meilleure posture pour parler de développement. Donc, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut regarder dans le passé pour s'y réfugier et y rester. Non, il faut regarder dans le passé pour se projeter dans l'avenir, mais avec assurance, l'assurance de qui vous êtes. Même quand vous prenez le Cameroun, les pays, les groupes ethniques qui avancent les mieux, ce sont ceux qui connaissent leurs racines. C'est une vérité, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine sociétal, que ce soit dans le domaine historique. C'est ceux qui maîtrisent les mieux leur fondement civilisationnel, même au Cameroun, qui avancent le mieux. Ce qui est vrai à l'échelle nationale l'est également vrai à l'échelle continentale. On n'admire pas des gens qui n'ont pas de racines et qui ne savent même pas qui ils sont et dont la seule obsession est d'imiter les autres. Plus vous êtes comme les autres, plus vous croyez que vous êtes avancé. C'est exactement le contraire à mes yeux. Oh, vous avez une écriture à la fois scientifique et littéraire. Quelle place accordez-vous à la littérature dans la formation de la conscience africaine? Bon, je dois dire que ma manière d'écrire a un souci, a une préoccupation. Je n'utilise que très très rarement le jargon, c'est-à-dire la langue des spécialistes. Parce que j'estime que si vous voulez écrire pour l'Académie des sciences à laquelle j'appartiens, il y a une façon d'écrire pour que entre vous, les membres de l'Académie, vous vous compreniez. Mais quand j'écris un livre sur Mohamed Al-Kadhafi ou bien Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales ou bien Repenser le développement, qui n'est pas un livre de moi mais qui est un livre collectif, Repenser le développement, Repenser le développement à partir de l'Afrique par exemple, c'est un livre qui est écrit pour un grand public. Donc ça veut dire que ce qui est écrit doit être compris par un élève de terminale. C'est pour cet élève de terminale que j'écris. Ou cet élève de première année de licence que j'écris. Donc, je m'arrange pour que tout ce qui est dedans soit intelligible, soit compréhensible, sans avoir besoin d'un dictionnaire. Je ne crois pas beaucoup en cette complication qui fait qu'il y a des circonlocutions incompréhensibles dans un texte et nous avons été formatés pour penser que moins vous comprenez ce qu'il y a dans le texte, plus vous dites que la personne qui l'a écrite est intelligente. C'est dangereux pour moi. Donc mon écriture se veut simple, même pour expliquer des faits compliqués. Parce que, et c'est pas facile de le faire. Il faut simplifier ce qui est compliqué et non compliquer ce qui est simple en matière d'écriture. Donc je me hasarde aussi à écrire dans des domaines un peu délicats, comme par exemple harcèlement sexuel et déontologie en milieu universitaire, qui est un titre qui est sorti également en 2011, et qui a fait beaucoup de vagues, évidemment, bon, qui a aussi fait beaucoup de personnes extrêmement inquiètes, pensant que, se trouvant comme cible, mais je n'ai cité curieusement le nom de personne. Mais il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés dans ce que je décrivais, et j'ai prescrit à mon niveau un certain nombre de propositions pour que les choses changent. Parce que je ne crois pas qu'on peut évoluer dans un milieu universitaire infesté de prédateurs. Des gens qui, au lieu d'enseigner, sont là et considèrent comme champ de conquête ou de recherche de compagnes un amphithéâtre. C'est pas ça. Et je pense que les parents ne nous ont pas confié de cette tâche-là. Ils nous ont demandé d'élever leurs enfants, de leur donner de la connaissance qui leur permettra de s'en sortir dans la vie plus tard. On comprend que la jeunesse, pour vous, c'est un élément important dans la société aujourd'hui, primordial, comme vous le dites vous-même. Et dans plusieurs de vos interventions, justement, vous insistez sur le potentiel de la jeunesse. Que doivent apprendre les générations présentes pour éviter les pièges du désenchantement que l'on rencontre aujourd'hui? D'abord, une jeunesse qui ne se connaît pas, qui se cherche et qui n'a que comme repère l'extérieur et le lointain.
est une jeunesse d'avance problématique. Je crois que la jeunesse doit s'intéresser ou devrait s'intéresser à son milieu. La jeunesse est un moment très difficile, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il y a eu toujours une description idyllique de la jeunesse. C'est le meilleur moment, c'est le plus beau. Ce n'est pas faux totalement, mais c'est aussi le moment de la tourmente. C'est le moment où vous changez de personnalité, vous changez même d'apparence physique. C'est le moment où finalement vous vous transformez le plus. Donc ça veut dire avec toutes les hésitations, avec toutes les interrogations, avec toutes les appréhensions. C'est ça la jeunesse également. Et donc il faut savoir répondre à ce temps de la mutation, à ce temps du changement. Comment est-ce qu'on adresse des gens qui, 6 mois plus tard, ne sont plus ceux que vous avez rencontrés 6 mois plus tôt? Parce que ce sont les réalités de la jeunesse. Et cette jeunesse doit être remise en confiance. Et malheureusement, pour beaucoup d'adultes que nous sommes, nous ne lui consacrons pas suffisamment de temps. Il faut que les parents, les éducateurs sachent que la personnalité de quelqu'un se fait entre 0 et 10 ans. Après 10 ans, il commence presque à être un peu trop tard. Or, c'est à ce moment que nous ne sommes pas là, que sous de nombreux prétextes, nous cherchons notre pain à l'extérieur, nous cherchons un peu de moyens pour la famille. Nous ne sommes pas là. Mais les jeunes ne demandent pas trop de temps. Ils demandent peut-être 1 heure par jour à discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas vous dire quelle est la couleur préférée de leur enfant. Il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas vous dire quels sont les goûts musicaux de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas vous dire qui sont les amis de leurs enfants. Donc, en fait, il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas leurs enfants et beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Donc, ce n'est pas étonnant que la jeunesse soit perdue dans ce contexte-là. Donc, je pense que de même qu'on s'appesantit sur les jeunes, il faut aussi s'appesantir sur leurs encadreurs et sur leurs géniteurs. Pour moi, c'est un tandem. Et le contexte, pour moi également, c'est un contexte africain où il est transgénérationnel. C'est-à-dire que dans les maisons africaines, vous avez en général 3 générations qui vivent sous un même toit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard et chacun doit jouer son rôle. Et si on le faisait, on aurait des jeunes plus équilibrés, des jeunes plus conscients de ce qu'on attend d'eux et des jeunes qui sont capables de répondre à ce qu'on attend d'eux pour aujourd'hui et pour demain. Donc la jeunesse, pour moi, c'est un moment crucial et qu'il ne faut pas rater parce que sinon, après, c'est trop tard. Pour que nous acheminons vers la fin de cette interview, dites-nous, si vous devriez tracer les grandes lignes de l'Afrique, hein, que vous rêvez pour 2050, quelles en seront, selon vous, les priorités stratégiques et les valeurs fondatrices? Bon, d'abord, contrairement à ce que certains pensent, je suis très conscient des problèmes auxquels l'Afrique fait face. Je suis très conscient qu'il y a énormément de déboires que l'Afrique rencontre au quotidien. Je suis conscient du fait qu'il y a énormément de travail à faire. Donc je ne suis pas un naïf qui déroule une Afrique fictive, mais j'ai fait un choix conceptuel et un choix idéologique, qui est celui de montrer l'Afrique qui fonctionne. Parce qu'il y a trop de gens dont c'est le travail de toujours montrer une Afrique en panne, avec comme à la clé de décourager tous les Africains et de les mettre psychologiquement à la merci des autres groupes humains. Je n'adhère pas à cette vision. Je pense que l'Afrique, c'est le berceau de toute l'humanité, parce que il y a 400 000 ans, il n'y avait que des Africains sur Terre. Il faut que les gens comprennent cela. Et tout être humain, où qu'il soit, sur n'importe lequel des 5 continents, vient d'Afrique. Donc, ils sont afro-descendants. Si vous avez cette perspective, vous regardez le monde très différemment. Pas pour dominer les autres, pas pour haïr les autres, mais pour leur faire comprendre que vous êtes leur grand-père et arrière-grand-père. Donc, la place de l'arrière-grand-père dans une famille n'est pas anodine. Ça veut dire que nous avons accumulé des millions d'années de connaissances, de savoir-faire, de solutions aux problèmes humains. Nous les avons confrontés. Et si nous sommes là aujourd'hui, plus que nous n'étions il y a 2 ou 3 siècles, c'est parce que c'est la preuve que nous avons dompté ces problèmes-là. On ne peut donc pas venir nous dire que nous ne savons rien faire.
Ce n'est pas vrai. Donc l'histoire de l'Afrique est une histoire tronquée, n'est pas une histoire vraie. C'est une histoire réécrite. Et il faut que nous disions à nos enfants que une bonne partie de cette histoire relève tout simplement de la fantasmagorie. Exemple, on vient nous parler des droits humains. Comment imaginer qu'un continent qui, en 1236, lors du jour du couronnement de Soundiata Keïta au Mali, l'Empire du Mali encore, a sorti une triple charte qui était la charte des droits humains, la charte du droit des animaux et la charte du droit de la nature. Donc une charte très avancée déjà, conceptuellement. Comment expliquer que jamais, dans aucune des facultés de sciences juridiques en Afrique, jamais, on ne parle de cette charte extrêmement moderne, mais on nous parle de la charte surtout de 1948, qui est la charte des Nations Unies, qui ne s'appesantit que sur un seul petit domaine, qui est le domaine de la charte des droits de l'homme. D'ailleurs, on ne dit même pas les droits humains, on dit des droits de l'homme, qui est déjà restrictif dans sa conception. Donc, je pense que ça fait partie des problèmes que nous avons. Nous avons laissé toute cette profondeur pour aller dans ce qui est superficiel et pour, en fait, glorifier cette superficialité. Et le réflexe de l'Africain aujourd'hui, moins c'est africain, mieux c'est. Moins on est africain, mieux on vaut. Et ça, c'est très dangereux. Ce sont les séquelles de l'esclavage, ce sont les séquelles du colonialisme. Alors, prof, une dernière question, professeur. Après plus de 3 décennies d'enseignement et d'écriture, comment aimeriez-vous que l'on résume votre contribution à la pensée africaine? Bon, je crois que c'est un peu délicat pour moi de parler de ça. Je voudrais plutôt rendre hommage à ceux qui ont cru devoir réfléchir sur précisément cette contribution, qui ont écrit donc les mélanges en mon honneur. Je suis très très touché par cette marque d'affection professionnelle, parce que c'est l'Institut des relations internationales du Cameroun qui a piloté cette initiative et qui a lancé une demande de contribution à travers le monde. Et ils en ont reçu plus de 100. Et de cela, on a sélectionné 50 pour faire ces mélanges qui ont 743 pages, je crois bien. Donc, c'est plutôt là-dedans que vous allez trouver ce qu'on pense de ce que j'ai fait, ce qu'on pense de mon apport éventuel, ce qu'on pense de l'originalité, peut-être, de ce que j'ai pu apporter. Je pense que je suis mal placé pour être jugé parti. Et ce n'est pas un rôle que j'affectionne particulièrement. Professeur, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.